Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des nantis. Cette satire politico-sociale façon affreux sale et méchant marque le retour de Bong Joon-ho dans son pays après 2 expériences en langue anglaise. Avec Transpersonnage et Okja présentés en compétition à Cannes voilà 2 ans, il s'agit de la toute première Palme d'Or pour la Corée du Sud. Ce que vous voyez là, c'est la Palme d'Or de 2019 remise à Bong Joon-ho pour son film Parasite. Après une folle ovation, le cinéaste coréen va dédier son prix à ses 2 influences majeures. 어린 시절부터 저에게 큰 영감을 준 앙리 조르주 클루조와 클로드 샤브롤 두 분께 감사드립니다. Je tiens à remercier en fait les 2 grands réalisateurs français qui sont Clouzot et Claude Chabrol. Aujourd'hui, je vous propose de voir une part de l'impact de Claude Chabrol et de la nouvelle vague sur le cinéma international. En 1965, Harvey Keitel, un jeune comédien alors inconnu, tente sa chance lors d'un casting pour le film de fin d'études d'un jeune prometteur. Il va obtenir le rôle principal dans le premier long métrage de ce qui deviendra l'un des réalisateurs du nouvel Hollywood le plus influent à travers le monde, Martin Scorsese. Who's Knocking at My Door sort sur les écrans 4 ans plus tard et ne fait malheureusement peu parler de lui. Le film raconte l'histoire de JR et de sa bande de copains du quartier italien de New York qui vivent de petits larcins. La mise en scène de Scorsese est très largement inspirée de films issus du néo-réalisme italien ainsi que de la nouvelle vague, courant cinématographique français initié par Claude Chabrol lui-même 10 ans plus tôt avec Le Beau Serge. On peut y voir des citations visuelles et des références au cinéma de Jean-Luc Godard, notamment à Bout le Souffle, sorti quelques années auparavant. Un faquin. C'est pour Scorsese et Thelma Schoonmaker l'occasion d'entamer une des plus prolifiques collaborations artistiques entre un réalisateur et un monteur, ainsi que pour le jeune italo-américain asthmatique de faire ses armes dans la mise en scène de longs métrages. La suite, vous la connaissez. La même année, Claude Chabrol sort La femme infidèle, racontant l'enquête d'un mari ayant ses raisons d'être jaloux. Dans ce long métrage, on retrouve beaucoup des thématiques récurrentes de Chabrol. Ce petit monde bourgeois, bien sous toute apparence, qui va fondre sous nos yeux. Le meurtre passionnel, qui cause plus de problèmes qu'il n'en résout. On retrouve dans ce film les inspirations renoiriennes et hitchcockiennes de Chabrol. Cette année-là également, Chabrol sortira ce qui est à mes yeux un de ses meilleurs films, Que la bête meurt, inspiré du roman de Day Lewis. Je disais précédemment que c'était mon Chabrol préféré, mais sa carrière est tellement riche que c'est très dur à déterminer. Je maintiens cela dit que des années Pompidou et de sa collaboration avec le producteur André Genovese, Que la bête meurt ainsi que Le Boucher sont les films les plus réussis. Ils ont comme point commun un Jean-Yann au sommet de son art, dans des rôles totalement opposés. En effet, les deux sont des meurtriers, mais Paul Decour qui tue par accident est l'incarnation du salaud malveillant, alors qu'à l'inverse, Paul le Boucher qui est un tueur en série est extrêmement touchant et paradoxalement bienveillant à l'égard de Mademoiselle Hélène. Un autre tour de force concernant le personnage de Paul Decour et la performance de Jean-Yann, c'est d'avoir réussi à mettre en scène un homme odieux, vulgaire, particulièrement détestable, mais tout en restant crédible. Paul est sans doute le personnage de fiction le plus haïssable que vous rencontrerez, d'une méchanceté gratuite avec tous ses proches, à l'exception de sa mère. Il cumule à lui seul les 7 péchés capitaux et plus encore. La mise en scène de Chabrol est assez épurée, mais certains plans sont d'une grande beauté, comme le visage de Charles et Hélène qui n'en forment aucun, ou encore le chant contre chant entre Paul et la mère. Dis donc, tu trouves pas que ça commence à remuer un peu beaucoup? Mais non, c'est une mère idéale, au contraire. La relation entre Charles et Hélène basée sur une ironie dramatique, sa déclaration d'amour qui est en réalité une déclaration de haine. Depuis le jour où vous êtes entré dans ma vie, je ne dors plus, je ne mange plus, je bois peu, le chant des oiseaux n'est qu'une triste rengaine, et le parfum des fleurs semble renfermé. Ça vous suffit? La mort de Paul qui a lieu au moment le moins attendu alors que ce dernier pensait s'être mis à l'abri en découvrant le journal de Charles, créant ainsi une surprise que même les plus perspicaces d'entre nous n'ont pas vu venir. Et évidemment l'ouverture et son montage alterné sur du Brahms en musique diégétique qui nous laisse deviner toute l'horreur qui va suivre. Le film dans son final prend une tournure de tragédie antique comme l'explicite Charles dans le magnifique monologue de fin. Quelle belle vengeance, n'est-ce pas? C'est digne d'une tragédie grecque. Un homme tue un enfant, l'enfant de cet homme le tuera à son tour.
Philippe. Il haïssait son père d'une haine sans merci. De la même manière que dans Le Festin nu de Cronenberg, nous voyons le héros rédiger l'œuvre littéraire à l'origine du film que nous sommes en train de regarder. Comme je l'évoquais précédemment, Chabrol insiste sur l'aspect tragédie antique en citant notamment Homère. La plupart des gens préfèrent l'Odyssée, mais l'Iliade est la chose la plus sublime qui ait jamais été écrite. Il y a une ville dont on parle et où on ne pénètre jamais. Et des centaines de jeunes héros se battent et meurent pour cette chose irréelle et inaccessible. À mon goût, le film de Chabrol fait partie de ces rares adaptations à se réapproprier le récit d'un roman au point de l'embellir. La fin du métrage reste assez ouverte sur le sort de Charles. On le voit prendre la mer comme un signe d'échappée. La caméra qui finit par se porter vers les récifs rappelle la possibilité d'un sort funeste à venir, alors que le roman, lui, explicite la mort de notre héros dans son épilogue. La relation entre Charles et le fils de Paul est bien plus approfondie que dans le livre. Charles voit en Philippe le fils qui lui a été enlevé et un autre enfant à protéger de la malveillance de Paul. Le roman de Cecil D. Lewis, le père de Daniel, est composé de 2 parties. La première est le journal de Charles jusqu'à ce que Paul le découvre. La suite est un roman bien plus classique. Un virage s'opère dans la narration après la mort de Paul, et notre héros, avec qui nous partagions traits d'esprit, soif de vengeance, devient juste un suspect parmi les autres. Nous passons donc d'un récit au point de vue unique de Charles à une partie de Cluedo littéraire tenue par 2 détectives. Évidemment, le roman n'a pas les mêmes ambitions que le film, et les comparer sur les mêmes points ne serait pas particulièrement pertinent. Ces 2 excellents films ont, selon moi, grandement inspiré un des plus grands cinéastes hollywoodiens, Steven Spielberg, dans son adaptation du grand Philip K. Dick. Minority Report, sorti en 2002, basé sur le roman éponyme paru en 1956, est un film d'anticipation dans lequel John Anderton, interprété par Tom Cruise, dirige une unité de police nommée Pré-Crime. Cette organisation a pour but d'arrêter les meurtriers avant qu'ils n'agissent. Une course contre la montre va débuter lorsque John Anderton lui-même va être accusé de préméditer un homicide. Bien qu'en apparence on y retrouve plus les thématiques de Kadik que le cinéma de Chabrol, il ne vous aura pas échappé si vous avez lu la nouvelle d'origine que Spielberg a ajouté un arc narratif et psychologique au personnage d'Anderton. Celui d'un père endeuillé par la disparition de son fils. C'est la mort de ce dernier qui est l'élément motivateur de John. Il souhaite, à travers Pré-Crime, empêcher des nouvelles disparitions comme celle de son fils. Et c'est également une faiblesse personnelle qui sera utilisée contre lui dans le complot l'accusant de meurtre. Le personnage du roman est bien plus monolithique. Il est à la fois le directeur de Pré-Crime et son géniteur. En somme, il est la synthèse de Lamar et Heinemann, des personnages inventés pour le film. C'est sans doute Danny Whitworth et sa relation avec Anderton qui est le plus fidèlement tiré du bouquin. L'idée qu'un homme plus jeune soit là pour prendre sa place tétanise autant les 2 versions d'Anderton. Le film Minority Report et son protagoniste sont donc selon moi une adaptation du livre d'origine et du film Que la bête meurt. Spielberg va faire des références assez explicites au film de Chabrol. Où sont mes lunettes? Tu les as laissées dans le salon. J'y vais. Oui, tu as raison, elles doivent être près de la cheminée. Merci. Je serai incapable de vous renseigner. Je vous en prie. Maman a oublié ses lunettes. C'est une erreur. Puisque les crimes sont vus avant même qu'ils n'arrivent, les homicides prémédités ont donc disparu. Dans l'introduction, Anderton et son équipe empêchent donc un mari de tuer sa femme et son amant. You know how blind I am without them. Oh, don't cry. Il est évident que l'élément des lunettes vu dans La femme infidèle ainsi que dans Minority Report ne relève pas de la coïncidence. Tout ce que je décris et les parallèles que je dresse entre les films de Chabrol et celui de Spielberg sont basés sur des éléments absents de la nouvelle de Kadik. Pour continuer d'affirmer mon propos, je vous propose de regarder des extraits des 2 films pour constater leurs similitudes.
On voit dans ces scènes mises côte à côte que Spielberg se réapproprie des procédés et thématiques du film de 1969. Ici, le père endeuillé qui se sert de la vidéo pour se replonger dans une réalité où son fils est toujours en vie, une réalité qui n'existe que sur la surface où les images sont projetées. Dans la scène suivante, Spielberg va poser les mêmes questions que Chabrol sur la moralité et la légalité de préméditer un crime sans être passé à l'acte. Je comprends vos mobiles, monsieur Ténier. Nous ne sommes pas des monstres. Mais en même temps, la loi est la loi et je la représente. Vous conviendrez que ce journal constitue une preuve accablante contre vous. Ah oui? En quoi? Vous écrivez en toutes lettres que vous n'avez qu'un seul but, celui d'assassiner Paul Decour. Ah oui, mais projeter un crime, c'est pas un crime? Vous vous réjouissez de sa mort, ça crève les yeux. Oui. Mais se réjouir d'un crime, c'est pas non plus un crime. Someone intends to kill his boss or his wife, but they never go through with it. How do the precogs tell the difference? Precogs don't see what you intend to do, only what you will do. Pourquoi les gens qui font du cinéma, ils font tout le temps ça? I don't know. On peut également voir dans la résolution de Minority Report un hommage au boucher, où plutôt que de tuer la personne en face, le meurtrier va retourner l'arme contre lui-même. No doubt the precogs have already seen this. No doubt. So, what are you gonna do now? What's it worth? Just one more murder. You rot in hell with a halo, but people will still believe in pre-crime. All you have to do is kill me, like they said you would. Except, you know your own future, which means you can change it if you want to. You still have a choice, Lamar. Like I did. Yes, I have a choice. And I made it. Forgive me, John. Forgive me. Forgive me, my boy. Le final de ces deux films questionne l'antagoniste. Ont-ils encore leur libre arbitre ou sont-ils condamnés à tuer la personne en face ? Il est évident que Spielberg a eu d'autres inspirations que Chabrol. Il va notamment rendre hommage à son ami récemment décédé à l'époque, Stanley Kubrick. I know what you're thinking, John. How can I do what I do now? Well, let's say that I did spend an awful lot of time in the prison library. Now, that was a great way to avoid some of the more unpleasant aspects of prison life. Je vous parlais tout à l'heure de Bong Joon-ho qui dans son film Parasite multiplie les clins d'œil à la cérémonie ou encore au boucher, ainsi que plus globalement à l'œuvre de Chabrol entière avec sa critique de la bourgeoisie. J'ai fait un petit calcul que sur les 50, il y en avait 21 qui traitaient directement de la bourgeoisie, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Donc effectivement, c'est le milieu que je connais le mieux. D'où vous êtes sorti, plus ou moins? Oui, je suis d'une famille de bourgeoisie moyenne qui rêvait de devenir grande bourgeoise, bien entendu. C'est un fait que c'est la seule classe qui existe encore en tant que telle et qui tienne à exister en tant que telle, qui tient à se délimiter et qui tient à se perpétuer. Donc, et en plus, c'est elle qui dirige malgré tout. C'est la classe bourgeoise qui est à la tête de l'économie et de la politique. Mais bien plus nombreux sont les cinéastes à avoir été inspirés par la Nouvelle Vague et Chabrol. James Gray dira pour les caméras de Arte: is interesting because it promotes the idea of formal experimentation, but at the same time never invalidates the stories or the people that are in them. So I would say that if my films have any redeeming value at all, I would hope that it would be in that same kind of emotional honesty
It's very important, actually, because, you know, when they railed against the tradition of quality, it was really a reaction against the kind of stuffiness, a phoniness, if you will, a layer of artifice. And I think that that's an important idea, that cinema has its own language and it's an emotional language. Orson Welles said, he said that cinema was the most emotional medium. I think that the New Wave was really the movement that pushed that idea to the fore. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? But he's seen as a really great director in the United States. I mean, if you talk to cinephiles in the United States, I mean, they'll tell you he's certainly one of the most important directors ever. It's a beautiful poster, isn't it? Oh, he's made a number of other films that I love. I mean, like I said, Le Boucher, I love. Les Biches. He's great. Avant, il y avait une seule règle. Il n'y avait qu'une seule manière, il fallait faire comme ça, et si on ne faisait pas comme ça, enfin, il y avait des gens qui protégeaient ça comme des brevets. Scorsese déclara également in late 50s, 58, 59, when people, the original critics from the Cahiers du Cinéma, that's Godard and Truffaut and Chabrol and all those people, all these people got started, but the destruction of old cinematic techniques, the conscious destruction, and yet a reverence for it and a respect for it, you see, that's the beauty of it. Pour conclure et vous remercier de l'attention portée à mon travail, je vous propose de regarder un florilège d'idées de Chabrol ayant pu inspirer d'autres prestigieux réalisateurs. ¿Quién que se va a fajar con Guatusi? ¿Quién que se va a fajar con Guatusi? No me digas. Caballero, nadie se va a fajar con Guatusi. ¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatusi? Si este pie grande y feo a correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye corre. No, que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletas y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento y si hay que Guatusi se aplaca.